Bienvenue dans Street Corner. Le concept est simple. On se balade dans une ville choisie par un invité, on découvre son histoire, son quotidien, ses projets. Et bienvenue dans ma ville. Alors là, on est Ça, Grès, dans le 70. Genre tout va bien. Tout va bien, c'est bon. Mais Bref, on vit la ville à travers ses yeux. Et vous voyagez avec nous, bien au chaud derrière votre écran. Aujourd'hui, on part à la découverte de Pierre-Alain de Garrigues, alias Patch, un artiste aux multiples casquettes, comédien, producteur, chanteur et musicien français. On va discuter, rigoler et surtout explorer Paris. Paris, la meilleure ville du monde. Allez, c'est parti. moi, j'ai adoré votre idée là, un peu une déambulation dans la ville Des lumières. des Lumières, place des Vosges. C'est une des plus belles places du monde, je pense. Ah oui, certainement. L'anecdote quand même qui est extraordinaire ici. Pourquoi ça s'appelle place des Vosges? Parce que ils ont dit la première région de France qui veut payer les impôts, je changerai le nom de ma place en nom d'hôtel. Et ça s'appelle donc place des Vosges parce que c'est les Vosgiens qui ont payé les premiers. Le roi était là et ici, c'est le pavillon du roi qui est ici. Et ce que tu vois ici derrière, c'est le pavillon de la reine, le gros. Ah. Moi, j'habite là. J'habite au-dessus, là. Et Ben, depuis 30 ans. Bah là, on est dans le plein cœur du Marais, quand même, qui est un des quartiers de Paris qui est quand même le plus joli et plus à l'ancienne aussi. Ce qui est très marrant, c'est quand tu dis que tu habites, ils disent mais où dans le Marais? Alors ils disent, et dès que tu leur dis, ils font non. Et ils disent même, il n'y a personne qui habite là. Les gens pensent qu'il n'y a personne qui habite là. J'avais un appartement sur la place, qui était le dernier étage qui donnait là, et là je suis sur cour, qui est un peu plus calme d'ailleurs. C'est mieux, quoi, non? Je suis un peu mieux. Ouais. Alors moi je suis pas d'ici au départ, hein. Je suis d'où ce look de surfeur improbable, je suis un mimisanais, c'est-à-dire que je suis de Mimizan plage, entre Bordeaux et Biarritz. Je suis né à 300 mètres de l'océan. T'es parti de ta région natale pour Paris, essentiellement pour le boulot, à la toute base. À toute base, en tant que, après mes études, en tant que batteur, j'ai décidé de tenter ma chance. Et alors, j'arrive quand même à une époque, dans les années 80, où c'est les batteries électroniques. Ah. Première batterie électronique, enfin un truc où il y a carrément plus de travail pour les batteurs. Sauf que le seul travail qu'il y a à l'époque, il y avait des émissions où il y avait besoin de musiciens. Ouais. Tous les soirs, il y en avait une différente. Sacrée soirée. Ah oui, bah ça oui, j'imagine bien. Ouais. C'est encore mieux l'après-midi avec De Chavannes. Ensuite, il y aura Drucker, Star 90, etc. Ouais. Donc, en fait, moi, on me demande très souvent d'être là en tant que batteur de soutien, en playback. J'ai même fait l'école des fans. Foucault, il présente le truc, et puis tout d'un coup, il dit, bah maintenant, on accueille. Moi, j'ai beaucoup joué avec Madère sur Macumba, tu vois. Ouais. Macumba. Et donc, je faisais des émissions tout le temps. Et donc, je suis vraiment arrivé pour faire ce métier de batteur. Et puis, je commençais aussi à composer. Je voulais faire un disque. On avait un groupe. Puis, il y a eu ce moment quand même, je te dis, de travail sur la batterie électronique, qui fait qu'on a eu beaucoup moins de boulot. Et c'est pour ça que je suis devenu serveur dans des gros restaurants du côté des Halles. C'est pour ça que je suis resté toujours dans le coin. Ouais. J'ai eu tellement de chance. En fait, j'étais musicien professionnel. J'ai appris la batterie avec mon oncle qui était le batteur d'Henri Salvador. Ah oui. Et donc, j'ai appris à jouer de la batterie en même temps que je chantais, donc avec le micro qui est entre les deux cymbales, tu vois. Ce qui fait que ça a développé un sens rythmique horizontal et un sens mélodique vertical. C'est exactement ce qu'on demande à un comédien. Ouais. C'est-à-dire de gérer la vitesse, etc. Et donc, je savais que j'étais bon là-dedans, mais au niveau comédie, j'ai fait du théâtre, j'ai fait quelques trucs du théâtre quand j'étais en seconde, première terminale. Et d'ailleurs, j'ai tourné un film pour FR3 à un moment donné, après avoir fait une pièce de théâtre, ce qui va avoir une importance parce que je sais que j'aurais pas peur de faire ça, en fait. L'ego d'un musicien n'est pas le même que l'ego d'un comédien. Pas du tout. Même s'il y a beaucoup d'ego aussi. La différence, c'est que quand tu es musicien, tu joues avec les autres. En même temps, en harmonieux. Quand tu es comédien, tu ne joues jamais avec les autres. Oui, c'est vrai. Tu donnes la réplique, donc tu es obligé d'écouter ce que dit l'autre. Il n'y a pas un moment où tu es ensemble. Alors tu es ensemble virtuellement.
parce que vous faites la scène ensemble. Deuxièmement, un musicien, toi tu me dis que tu es un bon musicien. Pas. Si tu me fais un sol c'est juste. Sol septième, machin, c'est juste soit faux. Si je te demande de me faire une tirade de Molière, il n'y a pas une grille qui dit c'est plus juste ou c'est moins juste. Oui. Ah ouais, mais ça applique des choses. C'est-à-dire que psychologiquement, un comédien, il n'est pas aussi sûr de lui, de ce qu'il fait, qu'un musicien. Moi, j'ai la chance d'appliquer le côté un peu à la fois musicien, mais entrepreneur, à ma façon d'être et de travailler. Ça va partir de moi, je vais bien délayer, mais à un moment donné, je ne vais pas, ce qui est le cas de 98% des comédiens, attendre que mon téléphone sonne. Mais bien sûr. Ah ouais, mais tu sais, tu parles avec des comédiens, il y a beaucoup de mes potes qui ont un talent qui est super, mais qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ça n'appelle pas, ah ça appelle. Ouais. Ouf. C'est-à-dire que la problématique des gens, vraiment beaucoup, et j'essaye de partager ça, c'est que les gens ils disent « je ferai quand je n'aurai pas peur ». J'ai appris à prendre des risques comme un entrepreneur, à avoir une vision comme un entrepreneur, et surtout d'essayer de faire des choses sans intégrer la notion de peur. J'ai inventé le premier CD de voix, ça n'existait pas, il n'y a même pas de CD recordable. Mais c'est quoi de CD voix? Tu enregistres avant en disant voilà ma bande démo. À l'époque, t'imagines, une nuit je me réveille, alors je le fais déjà sur une cassette, et une nuit je me réveille, une sorte d'intuition, je dis, je sais ce qu'il faut faire. Si j'étais producteur, qu'est-ce que j'aurais besoin? J'ai besoin d'une voix grave. Il n'y avait pas de mail à l'époque, hein, attention, on est... Mais il y a avec l'instruction sur le boîtier. Il y avait le truc, puis surtout il dit, je cherche une voix grave, c'est la 83. Où il voit, 83, il y va direct. Non, mais ça va. Donc, oui. Et donc, il perd pas de temps. À l'époque, il n'y a pas encore une fois de CD recordable. Ah oui. Donc, je passe un an à faire des démos, ok, voix promo, voix soft sifflée, voix grave, etc. Et je fais, pas pour voix grave, je fais 4 spots différents que j'invente. Et un jour, j'ai balancé 5000 CD à toutes les agences de Paris. 1h30 après avoir, genre vers 11h, à l'époque, il n'y avait pas de portable, mais mon répondeur fixe explosait. C'était en 99 et ça sonnait. Il dit ça s'enflamme, mais c'était comme ça. J'avais, entre guillemets, inventé cette norme que les gens vont aller utiliser. Parce que le deuxième CD qui est sorti, il est sorti qu'un an après. J'avais pas l'argent. J'ai demandé à ma mère de m'aider. Jamais je me suis dit, ça peut marcher, tu vois. Il fallait avoir le recul pour prouver que ça marche. Ouais, ben maintenant, mais comme sur le moment, ça fait, tu vois, tu peux. Ah ben bien sûr, non mais ça je comprends. On va voir s'il y a de la place. Sinon, on va refaire le tour un peu. On ira du côté de Notre-Dame. Ah, ça, on va pas te déranger maintenant. Je viens plus tard. Charles Thomas. Ça va? Ça, on peut pas le dire, mais c'est la fille du patron. La fille du patron. Mon arrière-grand-mère était juive égyptienne. Oula, oui, d'accord, ouais. Mon arrière-grand-père était juif russe. Ils sont partis à un moment donné, ils se sont trouvés en Écosse. Ils ont eu la nationalité écossaise, donc c'était... Mes arrière-grands-pères sont devenus juifs écossais. Ils ont fait ma grand-mère, qui était donc juive écossaise. Ouais. Et ma grand-mère, la Constantinople, a rencontré mon grand-père, qui est protestant gascon-basque, direct de la lignée du roi, écuyer du roi. Oui. Et donc, de Garrigue, de la Roque de Maleswine, voilà, qui s'appelait comme ça. Okay. Et donc, tu avais la petite feuge avec le bon gascon, le protestant. Et ensuite, ça a donné mon papa, qui est fille, sa mère juive, et qui a retrouvé ma maman, et ma maman avait des ascendances aussi juives vénitiennes et sévillanes. Mon père me disait, bon, je suis pas du tout religieux, mais j'entends des fois une musique. Tu vois? Ah oui. J'entends des fois une musique et moi, ça me faisait le même effet. Et chez nous, nos frères et sœurs, ça fait tout le même effet. Ici, on a le King Falafel qui sont... c'est les meilleurs falafel de Paris? C'est du très très bon falafel. Tu connais ce cas du tout? Pas du tout. Ah d'accord. Moi, j'étais plutôt à chaque fois moi, tu vois, là, c'est falafel super connu, super sympa. Mais l'identité un peu juive, qu'elle soit, je ne sais pas si vous connaissez un peu, séfarade ou ashkénaze. Ouais. Ashkénaze, c'est l'Est, c'est tous ceux qui ont été pratiquement déportés. Et les séfarades, c'est comme dans La Vérité si je mens, c'est tunisien, marocain, algérien, je parle avec la faconde. Eh bien, en fait, les deux communautés sont, par exemple, les séfarades sont beaucoup rue de Sévillé qu'on vient de voir. Ah oui, d'accord. Et rue Turenne. Et les ashkénazes ici, c'est la rue des Rosiers, qui est hyper connue. La rue des Rosiers, c'est vraiment la rue la plus vieille rue juive de Paris. Ah ouais, d'accord. Alors maintenant, il y a beaucoup moins de choses un peu... avant, il y avait des délicatessen, c'est-à-dire des pâtisseries, il y en a encore. Ouais.
Comme dans le Mais film. après, bon, tu vois, ça a été ici, ici qui est maintenant chez Kos, c'était des bains. Les gens venaient ici, c'était des hammams. C'était vraiment genre Des hammams typiques, des spots ici. Bon, il y a beaucoup de fringues maintenant qui ont été. Mais tu vois, par exemple, les Delicatessen, là, celui-là, vraiment, c'est typique Ashkenaz ou tous les gâteaux que tu peux trouver pour les fêtes, etc. C'est vraiment vachement bien. Ici, ma fille adore venir chez Marianne. Ici, c'est super bon. C'est vraiment, tu manges des trucs, tu vois, viens voir. Toi, mais tu vois, c'est typique, le strudel. C'est vraiment vraiment des vieilles rues. La rue Vieille du Temple, bon, super connue. Ça, oui. Super. On n'est pas loin de la mairie de Paris. Hein. L'énergie de Paris, tu vois, c'est très étrange en moto, quand je suis en moto. Ouais. Je suis en banlieue et j'adore la banlieue aussi parce que j'ai plein de potes qui sont là-bas. Dès que je passe le périph' et que je rentre sur le truc, c'est comme si je faisais « Ah, allez chez moi ». Non mais ça m'a toujours fait ça, je comprends pas pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu pars d'ici. Alors déjà, moi, à partir de Paris, c'est difficile. Hein. Ah bah non, je suis comme toi, Ouais, et donc moi, j'adore cette ville. Moi, mais j'aime tous les quartiers. Écoute, je suis... Non mais tu dois avoir un truc un peu... non, c'est le Marais, J'aime bien les Halles, j'aime pas mal les Halles. Ah ouais? Ouais. Autrement, qu'est-ce que j'ai le 13e? J'aime bien aussi le 13e. En fait, tout. Non, en fait, tout. Non, quand tu amènes des gens qui connaissent pas très bien Paris ou tu les emmènes sur un truc qui disent waouh, on va peut-être en faire ça, je dis faites-le. Oui. Bateau mouche. Tu démarres en bas de la Tour Eiffel, enfin là-bas, là pour de l'Alma, et tu te fais tout ça, mais tu vois tout, donc tout Paris. Et c'est sublimissime. Même toi, moi ça fait 10-20 fois que je le fais, même à chaque fois tu fais. Wow. Et c'est-à-dire que tout ce que tu vois là, tu fais tout ça tout le long. Moi, j'ai une étiquette, une vraie étiquette d'abord Monsieur Pub. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, au Palais des Congrès, donc à Paris, j'étais déjà à Paris, je passe tous les détails. En fait, j'ai remplacé quelqu'un qui n'arrivait pas à rentrer une phrase en 8 secondes. Il y arrivait en 10 secondes, mais pas en 8 secondes. Et à l'époque, il n'y a pas de portable, il n'y a pas Internet, Et en fait, au bout de 2 heures, il vire le gars, quoi. Et le réalisateur, qui s'appelle Jean Becker, qui avait fait Les Enfants du Marais, et il était meurtrier. Et il va voir à côté pour voir s'il n'y a pas, par hasard, un comédien. Et non, c'était une séance de musique. Mais en fait, il pose la question, et tout le monde me désigne moi, non pas en disant qu'il va y arriver, parce que c'était le seul qui gérait les chœurs et qui était derrière le micro. Et il m'emmène, et en fait, la phrase à dire, qui est restée d'ailleurs dans l'inconscient de beaucoup de publicitaires, la phrase à dire en 8 secondes, c'est une publicité pour la Juste Sèche de Justin Bridou. À Juste Sèche, une saucisse sachant sécher doit sécher sans s'assécher. Ouais, d'accord. La Juste Sèche de Justin qui? Ouais, donc... La Juste Sèche de Justin Bridou, une saucisse sèche sachant sécher doit sécher sans s'assécher. Elle est sèche, Juste Sèche, la Juste Sèche de Justin qui, la Juste Sèche de Justin qui, la Juste Sèche de Justin. Non, vas-y. J'ai réussi. Et le gars, Jean Becker, m'a pris tout de suite sur son aile. Je te passe les détails parce qu'il y a des tas d'anecdotes là-dessus. On peut les trouver sur les autres interviews. Ouais. Mais en tout cas, le gars me prend sous son aile. Et du jour au lendemain, je deviens Monsieur Pub. Il y avait très peu de gens. Très peu, c'était des gens qui étaient dans des régies, Europe 1, RTL. Et on leur disait, il y a une pub pour ça, tu peux venir, etc. Il y avait très peu de monde. Ouais. C'était à 40 ans, tu vois. Mais donc, moi, je me suis retrouvé à allier le côté je peux chanter et je peux jouer très facilement. Et ce qui fait que, par exemple, rien qu'au niveau des jingles que j'ai chantés à l'époque, il y a des trucs qui sont dans l'inconscient collectif. J'ai chanté ba 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 ba. J'ai chanté le soleil vient de se lever. J'ai chanté aïe beau c'est beau là pour le grand. Oui, non, mais d'accord. Et j'en ai fait des caisses et des caisses. Et en même temps, Jean Becker m'emmenait et me faisait faire plein de trucs. On m'a fait confiance pour plein de projets. Et puis ça s'est su, puis lui, il et puis en fait, puis après, moi j'ai un côté un peu entrepreneur, donc j'ai fait les premières cassettes où je vendais ma voix. Moi, je fonctionne totalement à l'instinct. Ouais. C'est très étrange parce que tout ce que je fais, même en comédie, honnêtement, je réfléchis pas. J'ai pas d'anticipation. Je le fais. Tu vois, c'est des trucs où tu es né avec ça, quoi. Je le fais naturellement. Surtout dans le processus créatif, il y a une notion très importante, c'est d'être malin. Quand je dis d'être malin, c'est-à-dire que tu dois, c'est ce que je dis tout le temps en astrologie. Un jour, il y a une de mes amies qui est très forte, et elle me demande mon signe. Alors, j'y connais rien, puis je m'en fous un peu, il faut avouer. Mais je suis Verseau Capricorne. Et elle me dit, ah, c'est marrant ça, parce que Verseau Capricorne, exactement ce que je suis, c'est-à-dire
vraiment la tête dans les étoiles, Ouais. alors putain, les pieds sur terre, quoi. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a 5 ans, on était, nous, au pain d'épices quand Notre-Dame a commencé Ah ouais à brûler. On était là, Ah ouais, donc du coup, c'était... et tout le monde pleurait dans la rue, c'était incroyable. Et je te jure, quand je dis tout le monde pleurait, tout le monde pleurait. C'est-à-dire, c'était vraiment une ambiance très étrange. Je suis arrivé pratiquement à Canal quand Canal a commencé, en fait. Enfin, ça n'a pas été tout de suite, parce que les Guignols, je ne sais plus combien de temps ils ont mis pour mettre en place les Guignols. On est merveilleusement. Oui. Quand je raconte maintenant ce que j'ai vécu à Canal, je peux quand même vous le faire 2 anecdotes, par exemple. Le plateau où on était, quand tu avais cette grande table ovale, à 17h, il fallait être à Canal, 17h, 17h30. On découvrait les textes qui venaient d'être terminés, à la journée, hein, à part les séquences filmées 2-3 semaines à l'avance. On arrivait, on répétait, déjà nous, les textes, ensuite répétition avec les marionnettes, Ouais. et ensuite, on avait du temps pour jusqu'à 8h moins 20 où ça commençait. Oh, regardez ce qui arrive, regardez ça, que pour moi, que pour moi. Il y avait la table ronde, il y avait le groupe, qui s'appelait le groupe de LOL. C'était le nom du guitariste. Le public, l'entrée, des stars. Ensuite, encore un peu de public, le chant des Guignols, pour les Guignols. Une deuxième scène pour l'invité du jour. Et qui c'est que tu avais à droite? Les nuls. T'imagines, tu avais quand même tout ça. Et nous, c'est après que ça devient mythique. Moi, je me suis fait... J'ai connu le moment où tu as Decaune qui va chercher Garcia. Donc voilà, donc les années Canal, c'était un peu ça. Et quand même, une petite anecdote quand même qui est incroyable, c'est que comme on arrivait à 17h et comme je l'ai dit, on faisait des répétitions, un jour, on avait fini les répètes, donc il est 7h. Puis j'entends musique qui commence. À l'époque, on n'a pas de portable, on n'a rien. Hein. Mais j'entends quelqu'un qui fait qui accorde, enfin qui joue. Oh ouais. Je dis putain, j'arrive, il n'y a personne. Avec les caméras de sécurité, il y a un mec tout seul. Mick Jagger. En train de faire des essais de pédales de guitare. Il est en train de jouer vraiment, toi. Il me voit arriver. Moi, je le vois, je dis, ça joue bien, toi. Et le mec me fait un clin d'œil et il commence à jouer, je me jure. Il joue pour moi, quoi. C'est-à-dire, il fait son essai, mais il joue pour moi. Puis je fais, waouh. Du style dans mon œil, c'est, mon gars, je te trouve vraiment bon quand même. Et si tu continues, à mon avis, tu vas faire quelque chose. Tu sais qui c'était? Prince, il était devant moi. Ouais. C'est comme ça, les gens en clin d'œil. Est-ce que là, aujourd'hui, tu trouves que Canal, il a forcément évolué? Est-ce que tu vois une forme de liberté qu'il aurait pu y avoir sur Canal à un moment donné? Et tu ne peux plus avoir la même chose. Parce que, bon, d'abord, il y a eu Bolloré, il a cassé les Guignols. À l'époque, il fallait que tu sois à 8h moins 20 devant la télé pour voir le spectacle. Alors que maintenant, plus personne ne regarde en direct. L'offre Netflix, Paramount, etc., il y a un moment donné, ton choix est tel que c'est toi qui navigues. Mais c'est pas la proposition de la production par exemple, de comédie où ils vont coproduire des mecs qui font un one-man show. Ouais. T'as vu le nombre de one-man show qui sort chaque semaine? Ah mais non, oui, ça oui. Donc en fait, t'as pas à attendre ni le direct, tu regardes ce que tu veux. Donc en fait, le truc, c'est que quelque part, oui, le côté politique, il a été un peu estompé. Parce que d'abord, ça intéresse beaucoup moins de monde. Par contre, il y a une explosion quand même. L'explosion de l'humour, c'est pas... L'humour, c'est plus le même humour d'abord. Eh ben, on a merveilleusement bien mangé. C'était bon, hein. Ah la tata, allez. Voilà, on est sur les quais qui, quand même, ont été mis à l'honneur Pour les pour les Jeux et c'était extraordinaire. Ah ouais. Le monde entier. Alors, ils n'ont pas découvert Paris, mais ils ont redécouvert Paris. Alors ici, vraiment, on est sur l'île Saint-Louis, tu vois, vraiment, c'est... C'est le plus bankable, c'est le plus c'est joli. un des plus bankable. D'année en année, on se retrouve à avoir fait des voix qui sont devenues ensuite mythiques, alors qu'on ne le savait pas. Les jeux vidéo arrivent, mais personne ne sait que ça va casser la baraque 30 ans après. Mais oui, non mais justement. Donc, ils se disent, il nous faut des voix, les premières voix, et donc ils font appel à des gens comme nous, Jean-Claude Dondat, Didier Hervé, François Jérôme, et moi, et on était tout de suite libres, on pouvait venir, on faisait les voix. Et donc, on se retrouve dans des grosses franchises. Les Star Wars commencent. Mais justement, moi j'ai beaucoup parlé avec des comédiens de doublage. C'était quasiment la honte en fait de faire du doublage de voix. Ah, mais tout à fait.
C'est-à-dire que tu étais soit comédien de théâtre, si tu es après comédien de cinéma, etc. Il y a Il y a une hiérarchie. Et il disait, oui, attention, pour remplir mon frigo, quand même. Et tu faisais comédien de doublage. Maintenant, c'est totalement l'inverse. Oui. C'est-à-dire que tout le monde va être comédien de doublage, sauf que maintenant, tu peux pas. Ah oui, bien sûr. Et toi, tu avais participé aussi, du coup, à tout le mouvement c'est nous qui l'avons inventé, hein. On touche pas à ma VF. Ouais. Ah, mais c'est nous. Si, mais tu pouvais. Je sais pas si tu étais juste en soutien ou si tu avais participé. Non, mais on participe activement. On est vraiment au cœur du truc. Parce que moi, j'ai monté l'association avec quelques autres qui s'appellent lesvoix.fr. Ouais. On est au cœur du truc. Patrick Cuban, qui s'occupe de la gestion un peu avocat et tout ça, il est en réunion avec tout le monde, avec les autres organisations de comédiens dans le monde entier. Ouais. Ben, je dois t'avouer que, ok, on se bat, c'est vachement bien, ça. Mais si, par exemple, la problématique de l'IA par rapport à nous, les comédiens, c'était un problème, par exemple, de plastique dans les océans. C'est-à-dire, il y a du plastique dans les océans, ça fait chier. Ouais. On serait tous là en train de dire qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour enlever le plastique. Tiens, c'est pas bien. Ouais, il faut faire vraiment quelque chose. Tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Sauf qu'avec l'IA, c'est pas ça. C'est que nous, on est en train de dire ah putain, c'est pas bien pour nous. Et à côté, tu as les mecs qui disent ah non, nous, on a 10 millions d'euros pour le développement de cette IA-là. Et puis ils s'en foutent. Les investisseurs n'ont aucune éthique là-dessus parce qu'ils voient ce qu'ils veulent faire du bruit. Mon très grand copain, Philippe Pétieux, La Voix d'Homère, m'envoie une vidéo il y a 2 mois. Il me dit est-ce que tu connais ce youtubeur? Moi, Philippe, quand il m'envoie ça, je crois qu'il m'envoie pour que je rigole. Je fais pas attention à ce qu'il me dit dans le truc. Je mets en marche la vidéo. La vidéo qui est à 350 000 vues d'un youtubeur que je ne connais pas. Et au bout de 3 minutes, je dis mais qu'est-ce qu'il est en train de dire hein? Que des saloperies. Quand je dis des saloperies, des grosses saloperies avec la voix de Homer Simpson. Il y en a 2 ou 3 qui ont dit c'est dégueulasse. Philippe, il a essayé de contacter le youtubeur et nous on a essayé de lui dire machin. Et impossible, bien sûr qu'il répondra jamais. Et même si tu envoies un avocat, tu vas payer 5 000, 10 000 boules pour dire à un mec enlève ta vidéo qui a déjà fait 30 000. En vrai, ça peut. Avec des commentaires, oui, mais c'est pas possible. Et même à un moment donné, les gens ils disent oui, mais de toute façon, on devrait tracer ça. On ne peut rien faire. On n'est même pas le petit village gaulois qui se défend contre César. Oui, mais il y a toujours cette notion d'exception culturelle pour la voix française. Oui, mais l'exception culturelle face à l'IA, qu'est-ce que tu crois que chez Google, ils en ont rien à foutre des voix françaises dans les films? Nous, on défend la VF, parce que d'abord, c'est notre métier. Et puis, on défend la VF parce que ça permet aux gens qui n'aiment pas la VO. Moi, je peux t'avouer, j'écoute que de la VO. Ouais. Donc, pour aussi les malentendants, etc. C'est une goutte d'eau. Moi, là, en ce moment, je suis en train de faire mon album. Si on a 2 secondes pour écouter 2-3 morceaux. Je suis en train de faire le truc, ok. Mais moi, ma seule manière de vendre mon album, c'est de dire le morceau d'album que vous allez écouter de Page, c'est pas fait avec des 0 et des 1. En tout cas, pour l'avoir. Oui. Tu vois? Mais le reste, j'utilise ce qu'on peut utiliser. Mais à un moment donné, le métier, enfin, tu vois, tu renommes ton album Original Garantie ou je sais pas quoi. Mais... Tout à fait. Je suis sur 3 projets et demi, j'appellerais ça. 3 projets et demi, j'ai un album de funk. Ah, de funk? De funk, oui, qui tourne sa race. J'ai produit pas mal de choses, j'ai produit des musiques de films. Je produis l'album de ma fille, qui est une super chanteuse, Kenya de Garrigue. Et puis ensuite, on a un projet ensemble qui s'appelle Daughter and Dad. Ok. Fille et père. Tu arrives à trouver le temps, justement, avec tous tes projets. J'ai l'impression que tu as beaucoup de choses. Et en plus, tu es quasiment à chaque convention. Et puis... Ça paraît incroyable, mais je pense que je suis un des comédiens qui prend plus de temps pour lui par rapport à d'autres. J'essaye de m'arrêter parce que pour avoir cette énergie-là et faire les choses, il faut savoir s'arrêter. C'est impératif de s'arrêter parce qu'autrement tu pètes un câble. Moi, je suis pas un boulimique des choses. On croit que je fais parce que je peux faire plein de choses, donc je les fais. Et c'est surtout que tu utilises beaucoup de relations avec beaucoup de gens, tu t'accroches beaucoup. Voilà. Aussi. Après, je sais déléguer dans mes projets. Il faut quand même, dans nos métiers, il faut que tu sois ton centre. C'est-à-dire, c'est pas de l'égoïsme, c'est un égocentrisme, je dirais, utile, et que ça part de toi.
Oui, c'est comment je me constitue dans mon sens créatif ou ma créativité, mais que ce soit en tant qu'artiste ou être humain. Donc l'idée, c'est que quoi que tu fasses, quoi tu décides de choisir d'en faire, tu es en pleine conscience de ce que tu fais. Pleine conscience, ça veut dire tu sais ce que tu es en train de penser, comment tu réagis émotionnellement, quels sont tes choix d'instant en instant. Si je choisis d'être avec mes 2 potes là, je suis avec mes 2 potes. Je pense que moi j'ai un mental de sportif de très haut niveau. Ouais. Le sportif de très haut niveau, il a plusieurs axes. Que ce soit Michael Jordan, Kobe Bryant, Lewis Hamilton, c'est le focus. Ça, c'est la première chose, c'est le focus. Combien de pourcentage j'ai gagné de balles? Et je suis Federer. C'est 51% de balles gagnées. Tu t'attends à ce que ça soit 83. Bah oui, mais c'est ça. Non, 51%. Donc ça veut dire que si tu n'es pas Federer, tu joues quand même au tennis, mais tu es à 43% au 35. Mais tu vas pas, si t'es pas, qu'est-ce que je fais? Tu le fais pas. Donc ces gens ont le focus à la fois. Je me concentre sur quelque chose et quand j'y suis, et tous les mecs qui sont en finale, même ceux qui sont en demi-finale, les mecs, ils ne s'entraînent pas que 10 secondes dans leur lit. Ah bah bien sûr. Ils s'entraînent des milliards d'heures pour délivrer ces 10 secondes. Donc l'idée, il y a cette première approche du focus et la deuxième approche, c'est la résilience. C'est ce que dit, c'est que quand Federer il entre sur le terrain, t'imagines, s'il s'arrêtait au premier balle permis, c'est impossible. C'est la même chose qu'il faut appliquer dans les trucs que tu fais. Parce qu'en fait, tu t'aperçois que les gens, ils essayent en disant « Oh putain, ah oui, mais là, je me suis pris une tôle. » Si tu n'as pas le mental pour comprendre ça et l'utiliser comme ça va être difficile d'être un vrai créateur. C'est ça si tu décides d'essayer de faire quelque chose, il faut bien que tu commences à dire « Ok, je vais faire ça, j'intègre le fait que ça ne peut pas marcher, mais je continue quand même à essayer de le faire. » Ouais. Un simple exemple, banal. Un jour, je vous raconte le truc. Place des Vosges, où on était tous ailleurs. Il y a un mec qui veut être un community manager, que je connais pas, il est fan, il veut... Ah oui, d'accord. Ouais. Non, mais je veux bien tout. Je dis, écoute, rencontrons-nous. Le mec, il vend bien son pot. Ce jour-là, on est place des Vosges, il pleut à saut, pleuvoir. Donc le mec se présente, bonjour, Carlos, ça s'appelle. Assieds-toi et tout. Première chose qu'il me dit, il fait, putain, t'as bu ce temps de merde. On commence à discuter un petit peu, on commande, il va vous bouffer. Il prend une tomate mozzarella, du riz, un petit verre de vin. On discute, puis toutes les 5 minutes, il regarde, il fait oui, il est pourri. Il dit, au bout de la troisième fois, je dis excuse-moi, on est en train de discuter technique, quoi. Et je lui dis excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ton verre de vin? Il dit je sais pas, c'est un merlot, machin, etc. Je dis non, qu'est-ce qu'il y a dans ton verre de vin? Il dit du raisin. Je dis non, il n'y a pas du raisin. Il y a du raisin et de l'eau, de pluie. Je prends le truc, je le mets à côté. Comment il a posé ta tomate mozzarella? Avec de l'eau de pluie. Je lui prends sa tomate mozzarella. Parce que la tomate mozzarella, les moutons, ils ont brouté de l'herbe avec l'eau de pluie. Okay? Et je lui prends tout sur la table. Je lui prends tout. Il comprend pas, mais je vais au bout de mon truc parce qu'il me cassait les couilles en fait. Et excuse-moi l'expression. Et donc je suis de train et je lui dis, il me dit, je dis, tu vois, tu me connais pas. Tu veux faire une comédie majeure, mais tu sais pas comment je pense. Je n'ai pas dit que tu devais savoir comment je pense. Et tu vois, t'arrives et ça fait 3 fois que tu lui dis, et je lui dis bien, ça fait 3 fois que tu lui dis, c'est un temps pourri. Et là, il me fait, bah oui, c'est un temps pourri. Non. Si t'as ma manière de penser, t'arrives puisque l'eau de pluie sert. Et là, avant de lui dire ma résolution, je lui dis, c'est moi, j'ai été dans le désert pendant 3 mois, il y a 35 ans. Et dans le désert, j'ai rencontré des gens qui n'avaient jamais vu de la pluie. Et les mecs me demandaient de raconter ce que c'était que la pluie. Parce qu'eux, ils allaient aux puits, et puis ils allaient chercher, et puis ils mettaient 2 plombs pour revenir avec de l'eau, quoi. Et là, je lui dis, tu vois, si tu veux travailler avec moi, et je lui dis, je pense pas que ça va se faire. Et je dis, tu vois, tu dis pas c'est un temps pourri, tu dis c'est un beau jour de pluie, ou c'est un beau jour de gris. Ta manière de penser, c'est un pilotage automatique. Tu laisses à tes croyances internes, tu laisses un truc, tu parles d'une façon où tu parles comme tout le monde. C'est-à-dire que les gens ils disent, ah ouais, ça va pas, je suis pas heureux. Je dis, attends, calme-toi, où est-ce que tu n'es pas heureux? Qu'est-ce qui va pas? Et tu vois, tu déconstruis en disant, c'est quoi? Ouais, mais tu vois, moi quand il pleut, je suis pas en forme. Je dis, putain, ça veut dire que l'année prochaine, 2026 ou 2025,
Ça veut dire qu'il va y avoir 150 jours de pluie. Donc pendant 150 jours, tu vas faire la tête. Plus les 50 jours où ta gonzesse va te casser les couilles, plus le... Donc ça veut dire qu'en fait, tu auras peut-être 4 jours dans l'année où tu es sûr d'être bien. Non mais oh. Soit tu réfléchis comme ça, soit tu dis à tous les moments, tous les instants, il est où le cadeau ou tout ce qui est... Ton rapport avec Internet, c'est quoi? Parce À que... quoi? À Internet. Je pense qu'il faut l'utiliser à fond dans ce que tu estimes que ça t'est utile. L'outil en lui-même, c'est comme le nombre de trucs. Tu sais, je parlais tout à l'heure métaphoriquement. Ouais. Tu prends un couteau ou de l'eau. Le couteau, le même couteau, tu peux soit devenir un grand cuisinier, soit tuer quelqu'un avec. Oui. Ça ne change rien, c'est un couteau. L'eau, tu peux soit désaltérer quelqu'un, soit le noyer. Donc en fait, c'est la même chose pour Internet. Est-ce que tu vas utiliser là ce qui est vraiment super? Alors à tous les niveaux. Il faut avoir que le côté qui va être un peu chiant. Que ça soit au niveau musical maintenant, les progrès de ce qu'on peut faire. Tu vois, tu peux devenir une star maintenant. Ouais. Avant, nous, dans notre métier de musicien, en tant que batteur, il fallait que j'ai un camion pour emmener la batterie, il fallait que j'ai un endroit pour répéter. Maintenant, si tu veux avoir de la créativité musicale, je peux faire ça dans ma chambre de bonne. Ouais. Et le monde entier peut me connaître aussi, entre guillemets. Hein. Oui, quand je me suis lancé, c'était mon nouveau community manager chez lui qui m'a dit un jour... Celui qui ne se plaignait pas de qui ne se plaignait pas du tout, oui, non, c'est qui est super. Il me dit, tu sais, je t'ai entendu parler quand on discute ensemble, est-ce que tu voudrais pas me faire une vidéo un peu face caméra spirituelle, puis on la mettrait comme ça. Donc on fait le truc, et franchement, un dimanche, et je fais un truc sur des modes pouvoir. Je suis, tu vois, des trucs comme ça. Tu sais, on le balance à midi, à 17h, il y a 450 000 vues, quoi. Ah ouais? Ouais, c'était énorme. Et j'ai commencé à faire plein de trucs, et j'ai eu des millions de vues, vraiment des millions de vues. Mais ça me prouvait qu'il y a quand même une niche. Ah, une niche, ça. Mais qui attendait son public. Bah, exactement. Non, mais après, il y a plein de gens qui font ça aussi. Ça fait bien 6-7 mois que j'ai décroché de la vidéo tous les jours, même spirituelle. C'est très chronophage. J'ai décroché aussi du scrolling TikTok. Le scrolling, c'est de moins en moins. Alors après, moi, je regarde beaucoup le sport, donc en fait, je scrolle quand même sur le sport. Je ne suis pas totalement honnête là-dessus. Mon bouquin, ça s'appelle L'oiseau qui chantait l'infini et l'arbre qui parlait d'éternité. Et en fait, c'est ce que j'appelle un bouquin vibratoire. C'est très étrange de parler comme ça. En fait, c'est comme un oracle, c'est-à-dire que tu prends le bouquin, ou tu peux l'ouvrir à la page 230 et tu lis simplement qui se passe à la page 230. Donc c'est un ensemble de pensées, c'est un ensemble de petits textes, ça ne dépasse pas 3 pages de texte, et parfois tu n'as qu'une phrase, etc. Et alors tu as beaucoup de photos, des magnifiques photos. Vous n'avez pas vu le bouquin encore, hein? Non. C'est des magnifiques photos vraiment que j'ai choisies, que j'ai soit achetées, soit eues en livre de droit. Et on a appliqué avec Raph des textes sur chaque photo, pour certaines parties du bouquin. C'est une sorte de méditation ouverte ou les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'en fait, la méditation, c'est rentrer dans le silence et s'harmoniser. Et en fait, quand tu vois la photo, je vous montrerai tout à l'heure, soit je l'ai en Kindle, tu vois une photo, donc ton cerveau droit, celui qui siège les émotions, etc., se plaque tout de suite et voit que c'est beau. Ouais. Et ensuite, tu lis la phrase qui correspond à la photo. Et c'est ton cerveau gauche qui fait ça. Et en fait, ça provoque une sorte d'harmonisation en disant, tu vois, tu dis c'est beau. Tu n'es pas en train de voir des images de guerre. Et donc, il y a ces parties-là qui sont photos et textes. Tu as des textes tout seuls sur la joie, le lâcher-prise, la volonté, etc. Et puis, tu as plein de choses que je vous montrerai où c'est des phrases que j'ai inventées et que Raphaël et moi, ensuite, on a répondu à ces phrases. Si le soleil pouvait parler, il nous dirait quoi? Réponse, il vous remercierait de l'éclairer. Si un éléphant pouvait parler, il nous dirait quoi? N'ayez pas peur de faire du bruit en marchant. Comme c'est assez puissant comme phrase à chaque fois, tu ne peux pas en lire, c'est ce qu'on disait. On s'est aperçu que tu ne peux pas en lire 10 pages. C'est comme si tu avais un buffet de dessert et que tu prenais top, puis pour le moment, c'est trop. J'ai eu vraiment des beaux retours. Les gens qui disent, moi, je m'endors avec ça, quoi. Mon partage, il est là. C'est-à-dire que d'un coup, quelqu'un qui prend un truc et qui dit, ah ouais, cette phrase-là, je l'ai prise, je me suis endormi dessus. Si on discute plus tard du côté un peu
Côté maintenant, j'ai écrit un bouquin, je suis beaucoup dans pas la religion, la spiritualité, c'est-à-dire la conscience de soi-même. C'est comment tu vas établir ton rapport au monde en tant qu'être humain, de ton être intérieur pour produire des choses pour l'extérieur. Donc ça veut dire que ça soit au niveau de produire des choses, de faire des trucs avec ma fille, d'être avec des potes, d'aller dans des conventions, etc. C'est toujours le même axe. C'est très classique de dire que tu n'échoues pas, tu ne fais qu'apprendre des choses. Donc là, c'est l'endroit vraiment où le matin, on vient prendre notre liste. C'est vraiment, je place le but. Bonjour. Donc, tu vois, et donc là, on vient souvent. Ah oui, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Ancienne. Ça, c'est ma porte. Ah, c'est ta fameuse Ça, c'est ma porte. Ah, si tu peux voir. Tu vois, ce cœur. Eh bien, tu sais qui c'est qui l'a mis? C'est le roi qui l'a mis là parce que pavillon de la reine ici, mais sa maîtresse était là. Incroyable, non? Salut. Elle n'est pas là, ma copine? C'est beau. Non, elles sont pas là. Et ça veut dire que tu sais si t'étais côté, je sais pas moi, dans la petite chambre de la reine, dans les toilettes de la reine. Non, c'était la maîtresse. Ah, tu fais chez la maîtresse? La maîtresse, c'était bon, enfin y aller, mais les escaliers ils sont extraordinaires. Ah ouais? Ah bah. C'est des gros escaliers à l'ancienne avec. Après, si je montre ça sur YouTube, ils vont dire putain, Padge, on t'envoie les impôts là, ça arrive tout de suite. Ouais, tu t'en fous, elle fait la vie de tes platéroles, c'est déjà pas fou, je m'en fous. Attends, ici aussi, c'est une galerie avec ma copine. Ah oui. Attends, viens, on va rentrer quand même. Julian Taylor. Ça, tu connais? Moi aussi, je connais, mais bien sûr, je connais. J'en ai une de mes grandes amies, on est en train de filmer. Et ça, c'est une des plus belles galeries de la place. Il y avait une galerie comme ça qui faisait du réalisme à l'extrême. Ça, c'est la spécialiste, elle est là. Le hyper-réalisme, c'est ça. Ouais. Là aussi, c'est des cousins. On va aller leur dire bonjour. Bonjour. Donc là, on est chez les amis et on dit ça va, fils? Tova, on peut parler devant la caméra. Oui, mais c'est. Là, on dit une fois. Là, on est vraiment chez les potes et ça fait des années et ça marche très bien et c'est très bon. Ah bah ça, oui. Comme c'est lumineux et tout. Le centre névralgique de la Casellar mondiale. Bah, c'était un bon moment, hein, franchement. Vas-y, on va se poser. Merci Tom, merci Clément, c'était vraiment super. Merci Pat, en tout cas, de nous avoir fait découvrir un peu ce coin de Paris. C'est vrai que la place des Vosges, exceptionnelle. Et puis, on n'a pas fait que ça, on a tout aussi depuis Saint-Louis. On est un pied sur l'île de la Cité, mais... Il faut être des Christophe Colomb, c'est-à-dire oser sortir du port, aller sur un océan qui peut-être, on ne sait pas si la Terre est plate, on va peut-être tomber, mais si on ne devient pas des Christophe Colomb soi-même, on ne peut pas découvrir son Amérique.